Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, 3e épisode de la saga consacrée au livre Conscious Business de Fred Kofman. Cet épisode est dédié à l'étude de l'humilité ontologique. Alors nous allons voir ce dont il s'agit. Fred Kofman aime les expressions de ce genre, puisque un peu comme moi finalement, sauf que lui avec beaucoup plus de succès, mais il vit de son consulting et de ses livres. Donc cette phrase, humilité ontologique, qui fait écho d'ailleurs à responsabilité inconditionnelle de l'épisode 145 et l'intégrité essentielle de l'épisode 146, cette humilité ontologique nous frappe par cette espèce d'aspect philosophique, l'ontologie, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. 2 citations pour démarrer cet épisode, qui sont dans le bouquin. Le Talmud, d'abord. « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous voyons les choses telles que nous sommes. » 2e citation, David Hume, philosophe anglais. « La beauté des choses existe dans l'esprit qui les contemple. » Que nous disent ces 2 citations? Eh bien qu'il y a une différence entre la réalité, telle qu'elle peut exister quelque part, et notre perception de cette réalité. Et le filtre entre ces deux, ou disons le vecteur entre ces deux, ce sont nos modèles mentaux, qui viennent de notre biologie, notre langue, notre culture, nos circonstances personnelles, notre éducation, etc. Eh bien, nos modèles mentaux sont autant de filtres qui nous aident en fait à faire sens des informations, de la réalité qui est autour de nous. Alors, ces modèles mentaux, eh bien souvent, alors surtout si vous lisez pas le bouquin de Kofman, ou si vous n'écoutez pas Leadershift, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas le fait qu'ils ont des modèles mentaux. C'est comme le poisson qui ne s'aperçoit pas qu'il est dans l'eau. Le modèle mental, jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'il existe, il est transparent et invisible. Et donc, comme nous voyons le monde à travers eux, nous avons l'impression que nous voyons le monde comme il est, et surtout, nous ne voyons pas les modèles mentaux eux-mêmes. Et donc, c'est de là que vient l'humilité ontologique et l'arrogance ontologique. Alors arrêtons-nous quelques instants sur ce mot de ontologique. En philosophie, l'ontologie, c'est la description de ce qui est. C'est ce qui existe, c'est une réalité existentielle. Alors on dira existentielle, mais je vous passe les détails. Donc, l'ontologie, c'est la science de la description de l'être. Donc, quand on dit arrogance ontologique, ou humilité ontologique, on dit que c'est une humilité, on pourrait dire existentielle. Vous pourriez me dire, il aurait pu dire humilité existentielle. Mais la différence, c'est que l'humilité existentielle, c'est que c'est une humilité qui vient de notre existence. Alors que là, ce qu'il veut dire en utilisant le mot ontologique, c'est que cette humilité, ou plutôt cette arrogance, comme on le verra, elle est inhérente à notre manière de fonctionner. Ça fait partie de la description de qui nous sommes. Et donc, l'arrogance ontologique, qui est donc le contraire de ce qu'on veut, c'est la croyance que notre perspective est privilégiée. Que notre perspective est la seule vraie façon de voir et d'interpréter une situation. Et donc, ce que ça donne, c'est que l'arrogance ontologique fait que nous ne distinguons du coup pas notre identité de nos opinions. Et ça, vous le voyez très clairement, quand vous êtes au boulot et vous parlez de n'importe quel sujet, le sport, la météo, la guerre en Ukraine, ou que sais-je, eh bien, vous avez des gens qui vont s'énerver assez rapidement quand vous les contredisez. Ils vous diront, tu es toujours contre moi, tu n'es jamais de mon avis. Et ça, ce sont des gens dont la caractéristique est l'arrogance ontologique. Parce qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont des modèles mentaux, et que donc il y a une différence entre leurs opinions et eux-mêmes, qui ils sont. Alors, ce modèle d'arrogance ontologique mène en fait, évidemment, directement au contrôle unilatéral. Mais comme la manière dont je vois les choses est la bonne manière, pour peu que cette personne soit un manager ou un directeur ou une directrice, eh bien, je vais vouloir contrôler que les gens se conforment à ma manière de voir le monde.
Alors, sur quoi se base ce modèle de contrôle unilatéral ? Eh bien, sur 3 hypothèses essentielles. La première, c'est je suis parfaitement rationnel, donc mon cerveau fonctionne de manière parfaitement logique. On sait que c'est pas vrai. La sociopsychologie nous montre que c'est pas vrai avec les biais, on en a parlé souvent dans ce podcast, biais de confirmation par exemple. Mon point de vue est objectif, il n'est pas brouillé par l'émotion ou influencé par des préoccupations personnelles. Nous savons que c'est faux, puisque par exemple, nous savons qu'il y a autant, si ce n'est plus, de fibres, de neurones qui partent du cerveau pour aller à l'organe de perception. Nous, on a l'habitude d'avoir un nerf optique qui part de l'œil et qui va au cerveau. Eh bien, il y a aussi de neurones qui partent du cerveau et qui vont à l'œil. Donc, il y a bien de l'information qui circule dans l'autre sens. Donc, mon point de vue n'est pas objectif. Et troisième hypothèse du modèle de contrôle unilatéral, donc modèle d'arrogance ontologique, eh bien je vois les choses telles qu'elles sont. Aucun modèle mental ne filtre ma perception. Je suis objectif, et du coup, les autres ne le sont pas. C'est assez logique en fait. Puisque je vois les choses telles qu'elles sont. Si vous croyez que vous voyez les choses telles qu'elles sont et que quelqu'un en face de vous dit autre chose, il ne peut avoir que tort. Ce n'est pas possible autrement, puisque je vois les choses telles qu'elles sont. Alors, dans une entreprise, ça a un certain nombre de conséquences assez logiques, cette manière de penser. Une erreur mérite d'être punie, puisque chaque fois que quelque chose ne va pas, quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Puisque une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas fait comme je le veux, et comme je vois les choses telles qu'elles sont, les choses doivent être comme je les veux, donc une erreur, sous-entendu quelque chose qui n'est pas fait comme je le veux, doit être puni, doit être corrigé. Et donc, on cherche des responsables. Et donc, finalement, le seul moteur de réussite, eh bien, c'est la peur de l'échec. C'est une espèce de mécanisme de défense automatique, une espèce de système immunitaire qui est réglé pour détruire tout ce qui menace mon modèle mental à moi, mes croyances et mes hypothèses à moi. Et c'est ça, en fait, la grande toxicité de l'arrogance ontologique. C'est que le contrôleur, qui est évidemment le contrôleur unilatéral, l'arrogant ontologique, qui n'est pas conscient de ses modèles mentaux, vit ses opinions comme de vraies descriptions du monde réel. Mais imaginez-vous. Donc, il dira pas « j'aime pas les brocolis ». Il dira « les brocolis, c'est pas bon ». Il dira pas « je sais pas comment travailler avec Vincent ». Il dira « Vincent est un con ». Donc, vous voyez que « je n'aime pas les brocolis » ou « je ne sais pas comment travailler avec Vincent », ce sont deux déclarations à la première personne, donc qui sont très importantes et qui signalent « c'est mon point de vue ». Mais ce n'est pas le point de vue. Donc typiquement, les gens qui ont une grande arrogance ontologique feront des déclarations à la troisième personne, en prétendant décrire exactement comment le monde fonctionne, au lieu de dire que c'est plutôt la manière dont ils pensent le monde. Alors si vous partez de ce point de vue-là, il y a 5 stratégies qui deviennent évidentes. Définir des objectifs de manière unilatérale, puisque je vois le monde comme il est, je vois pas pourquoi je demanderais son avis à quiconque d'autre. Il faut conquérir les autres. Il faut les convaincre, puisque j'ai raison, je vois le monde comme il est. Je vais peut-être même manipuler l'information, ça peut être un comportement déviant possible. Je vais beaucoup utiliser de motivation externe, puisque le locus de contrôle peut pas être interne, puisque c'est moi qui vois le monde comme il est. Je peux pas donner d'autonomie aux gens. Et puis, ces personnes-là auront aussi tendance à supprimer les sentiments, puisque le sentiment, c'est ce qu'on appelait les passions, au XVIe et au XVIIe siècle. Les passions, c'est l'irrationalité. Donc la non-rationalité, donc le manque de logique, donc le manque de « je vois les choses telles qu'elles sont, donc logiquement, le monde va s'organiser comme je le vois moi ». Et donc tout ce qui est sentiment, typiquement, peut venir chambouler ce mécanisme-là. Ça décrit un tableau qui est honnêtement relativement noir, parce que vous voyez que les conflits, par exemple, sont une manifestation directe de l'arrogance ontologique. Comment voulez-vous entrer en conflit avec quelqu'un si vous pensez que son opinion est la sienne, la mienne, et qu'on va bien pouvoir discuter, échanger pour trouver un terrain d'entente? Donc, oui, ça décrit un monde qui est pas hyper joyeux, des entreprises dans lesquelles il fait pas forcément bon travailler. Ce qui suffit que le chef ou la chef soit une personne
qui ait cette arrogance ontologique, et ça peut devenir très difficile pour les autres. Alors, Kaufmann passe ensuite à l'humilité ontologique, donc le contraire. Vous verrez, c'est effectivement exactement le contraire. Alors, mais il glisse une petite phrase. Le solvant le plus puissant de l'arrogance ontologique n'est pas la volonté, mais l'humour. Alors, il donne pas de détails, pas tellement, pas suffisamment en tout cas à mon goût. Mais on voit que quelqu'un qui a cette arrogance ontologique, vous voyez qu'on peut pas utiliser la logique. Parce que s'il ne sait pas que neurologiquement parlant, la direction du flux électrique dans les neurones est bilatérale et pas simplement unilatérale, par exemple, par rapport à un organe de perception, s'il ne sait pas ça, il n'acceptera pas votre argument. Il refusera, puisque c'est pas sa manière de voir les choses. Ou c'est des gens qui vous diront que la science, ça sert à rien, que il faut y aller avec les émotions, etc. Donc, ça sert à rien d'essayer d'argumenter avec ces gens-là. Par contre, l'humour est un bon décalant. Un bon décapant. Quand on dit que l'humour décape, c'est vrai, il enlève une couche, et on peut ensuite vraiment peut-être discuter des choses. Donc, une piste à poursuivre, je serais très content de la discuter avec vous, dans les commentaires que vous mettez pour le podcast, mais voilà, si vous avez des exemples de cas dans lesquels vous avez utilisé l'humour pour résoudre l'arrogance ontologique d'une personne, ce sera volontiers. Alors si on passe à l'humilité ontologique, qui est évidemment l'attitude contraire, c'est ce qu'il appelle l'attitude apprenante. Et donc, alors lui dit c'est the learner, donc l'apprenant. Et en fait, on a un changement de paradigme là. Pourquoi ? Parce que les trois hypothèses de l'apprenant sont l'exact opposé des trois hypothèses de l'arrogant ontologique. Donc première hypothèse, ma rationalité est limitée. Les biais cognitifs fonctionne sur moi, donc ma rationalité est limitée. Mon modèle mental conditionne mes perceptions et mes interprétations. Et enfin, mon point de vue est toujours partiel. Alors, les conséquences, il y en a plusieurs. Je peux prétendre à aucune certitude sur le futur. Mes croyances, mes hypothèses, finalement, c'est la même chose. Elles sont toujours susceptibles d'être confirmées ou infirmées. Donc, les autres perspectives peuvent être complémentaires aux miennes. Comme les autres personnes fonctionnent avec des modèles mentaux différents du mien, elles peuvent voir des choses que je ne vois pas, donc ils peuvent être intéressants de discuter avec eux, puisqu'ils vont me donner des données supplémentaires qui peuvent mieux éclairer mes hypothèses, mes évaluations. Donc je suis désireux de comprendre le point de vue des autres, surtout quand ils sont en désaccord avec les miens. Donc les erreurs sont des opportunités d'apprentissage, donc les défauts sont des trésors quelque part, desquels on peut vraiment extraire des choses intéressantes. Et donc, de la même manière qu'un symptôme peut révéler une maladie sous-jacente, une erreur est une occasion d'examiner et d'améliorer le processus qu'il a créé. Donc, l'humilité ontologique permet toute une série de modes managériales, l'agilité comportementale, les organisations apprenantes, etc. Parce que l'humilité ontologique, c'est la reconnaissance du fait que je n'ai pas de prétention particulière sur la réalité ou la vérité, et que les autres ont des perspectives qui peuvent être aussi valables que les miennes, et qui donc méritent respect et considération. Alors du coup, les stratégies finalement dont Kaufmann parlait au niveau de l'arrogance ontologique sont, elles aussi, transformées. Donc la définition des objectifs du coup et des stratégies se fait de manière consensuelle et non pas unidirectionnelle. On va vouloir gagner avec les autres et pas contre les autres. On va vouloir partager son point de vue et écouter ceux des autres pour apprendre. Maximiser l'engagement interne par des choix libres et éclairés. Et puis enfin, accepter les sentiments comme étant des sources d'informations valables. Tout un programme. Je pense que, vous voyez, cette discussion peut être une bonne discussion à avoir avec votre équipe, par exemple. Je suis sûr que la plupart des gens avec qui vous travaillez sont des arrogants ontologiques, pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont des schémas mentaux, comme tout le monde. Moi aussi j'en ai. Sauf que vous et moi, nous en prenons conscience, et donc nous sommes plus capables d'avoir cette humilité ontologique, pas tout le temps, mais nous sommes capables de l'avoir. Moi je sais pas à vous, mais travailler dans une entreprise dans laquelle on me pose des questions sur les objectifs et les stratégies, on a envie de gagner avec moi, on partage ses points de vue, on écoute les miens,
on maximise mon engagement avec des choix libres et clairs, et puis on accepte mes sentiments comme étant des sources d'informations valables, moi j'ai plutôt envie d'aller bosser pour une boîte pareille, quoi. Ça me fait plutôt envie. Hein. Donc en fait, on arrive au modèle du player learner, le modèle de l'acteur apprenant, qui est un modèle de leadership extrêmement puissant, que je pratique chez un de mes clients, que je remercie d'ailleurs au passage de m'avoir fait découvrir ce modèle. Moi, je pense que c'est mon hypothèse, puisque je ne suis pas arrogant ontologique, mais je pense que c'est vraiment une très belle manière de modifier l'attitude de tout le monde dans l'entreprise, du tout en haut jusque tout en bas, pour arriver à une entreprise qui apprend mieux et qui est beaucoup plus ouverte sur le monde et sur les autres. Ce modèle du player learner, nous le verrons dans le prochain épisode, l'épisode 148, que je ne sais pas encore comment je vais appeler, mais peut-être player learner d'ailleurs. Et puis pour terminer, une petite histoire traditionnelle d'un pays que je vous laisserai deviner à la fin. Un homme dont la hache avait disparu soupçonnait le fils de son voisin. Le garçon en question marchait comme un voleur, avait l'air d'un voleur, et parlait comme un voleur. Mais l'homme retrouvera sa hache alors qu'il creusait quelque part dans la vallée. Et la fois suivante où il vit le fils de son voisin, le garçon marchait, regardait et parlait comme n'importe quel autre garçon. C'est une histoire traditionnelle, chinoise? Non. Tibétaine? Non. Allemande. Comme quoi, regarder chez ses voisins de temps en temps, ça peut aussi être utile. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la conclusion de cette mini-série. Et d'ici là, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.